Personne ne sait ce qui s'est réellement passé derrière la porte de la chambre 2805. Dans les années 1950, aux Pays-Bas, une jeune femme nommée Andrika van Dijk se passionne pour la radiocommunication. Elle installe chez elle un poste émetteur amateur et obtient une licence pour participer aux échanges radio entre passionnés européens. Elle a une voix douce et un ton bienveillant. Très vite, elle devient une figure appréciée dans la petite communauté des radioamateurs. Tous la connaissent sous son indicatif, un code bref qu'elle répète toujours avec un sourire audible dans la voix. Au fil des années, Andrika développe une habitude étrange. Chaque soir à la même heure, elle change de fréquence pour écouter un signal ténu qui ne ressemble ni à une transmission humaine ni à un bruit d'interférence classique. Elle dit à ses amis radioamateurs qu'elle capte cette fréquence depuis des années. Un simple bourdonnement rythmé accompagné parfois d'un grésillement répétitif. Elle enregistre soigneusement les heures et les intensités des signaux dans un cahier qu'elle garde près de son poste. Personne d'autre ne semble pouvoir capter ce mystérieux signal. Quand ses amis lui demandent de le décrire, Andrika dit seulement qu'il provient d'une fréquence située entre deux bandes utilisables, un endroit où aucune communication officielle ne devrait exister. Elle affirme que le signal apparaît toujours exactement à la même heure, parfois plus fort, parfois presque inaudible, mais jamais absent. Au début, ses interlocuteurs pensent à un artefact technique ou à un défaut dans son poste émetteur. Cependant, Andrika fait vérifier son matériel par plusieurs spécialistes. Tout fonctionne parfaitement. Un technicien passionné tente même de capter la fréquence sur son propre matériel sans jamais réussir à obtenir quoi que ce soit. Cela intrigue encore plus la communauté. Andrika devient presque une énigme elle-même. Comment pouvait-elle être la seule à entendre ce signal? Les années passent et Andrika continue de consigner le bourdonnement mystérieux dans son cahier. Elle note les jours où le signal semble plus net, ceux où il semble s'éloigner. Certains soirs, elle dit qu'il évoque un battement régulier, presque vivant. D'autres soirs, elle affirme qu'il change de rythme comme s'il répondait à un mouvement lointain. Elle compare parfois ce bruit à une machine dont les rouages tourneraient lentement dans une obscurité inconnue. En 1967, Andrika cesse brusquement d'émettre pendant plusieurs jours. Ses amis radioamateurs s'inquiètent car elle n'a jamais manqué une seule de ses transmissions régulières. La police est prévenue. Lorsqu'elle entre dans la maison de la jeune femme, elle découvre une scène figée dans le silence. Le poste émetteur est encore allumé. Le carnet est ouvert sur la table. La dernière ligne inscrite quelques heures avant sa disparition ne contient qu'un seul mot. Fort. Les policiers fouillent la maison et les environs. Ils ne trouvent aucune trace de lutte, aucun signe de fuite volontaire. Tous ses objets personnels sont encore là. Ses vêtements, son argent, ses papiers. Andrika semble s'être évaporée autant que le signal qu'elle écoutait chaque nuit. Les autorités concluent à une disparition volontaire mais cette explication ne convainc personne. Ses amis insistent sur le fait qu'elle adorait sa vie simple, son travail et surtout ses échanges radio. Ce qui trouble encore davantage les enquêteurs est la suite. Après la disparition d'Andrika, plusieurs radioamateurs tentent de capter la fréquence qu'elle écoutait. Ils notent qu'une semaine après sa disparition, un léger signal apparaît brièvement, presque imperceptible. Un bourdonnement très faible, enregistré par un passionné qui passait des heures à tourner son cadran. Le signal disparaît ensuite pour ne plus jamais revenir. Le cahier d'Andrika est conservé dans un dossier d'enquête. Sur plusieurs années, elle a noté consciencieusement les caractéristiques du signal. À la fin du carnet, les lignes montrent que le bourdonnement semblait devenir progressivement plus fort à mesure que les années passaient. La dernière semaine avant sa disparition contient plusieurs notations indiquant une intensité anormalement élevée. Aujourd'hui encore, personne ne sait d'où provenait ce signal ni pourquoi Andrika était la seule à l'entendre. Certains radioamateurs pensent qu'elle avait capté une fréquence expérimentale militaire. D'autres évoquent un phénomène atmosphérique rare amplifié par son matériel. Quelques-uns murmurent qu'elle avait découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû capter. La disparition d'Andrika reste un mystère classé sans suite.
Le poste émetteur a été conservé pendant un temps mais aucune autre anomalie n'a jamais été enregistrée. Son dernier mot consigné dans son carnet demeure comme un avertissement énigmatique. Fort. Un signal qui montait. Puis plus rien. Comme si une voix silencieuse venue de l'autre côté des ondes avait soudain arrêté de parler. Au début des années 1960, les pêcheurs de Montreux commencent à parler d'un phénomène étrange dans les eaux profondes du lac Léman. Au départ, il ne s'agit que de murmures échangés sur les quais. Certains affirment avoir aperçu une silhouette sinueuse glisser à la surface pendant seulement quelques secondes. D'autres prétendent avoir senti leur embarcation vibrer comme si quelque chose de massif passait dessous. En 1962, un pêcheur expérimenté nommé Louis Gilliron raconte qu'il se trouvait au large, tôt le matin, lorsqu'il a vu l'eau s'ouvrir devant lui. Il décrit une forme grise et allongée, plus grande qu'une embarcation légère, qui s'est courbée puis enfoncée dans les profondeurs sans provoquer la moindre vague. Louis est connu pour être un homme posé et jamais porté sur l'exagération. Son témoignage crée un frisson dans la petite communauté lacustre. Au fil des années, plusieurs observations s'accumulent. Des touristes disent avoir aperçu un mouvement étrange près de la pointe de Chillon. Un couple affirme avoir croisé une grande forme serpentant sous l'eau. Aucune de ces observations ne dure assez longtemps pour que l'on puisse distinguer des détails précis. Les descriptions concordent pourtant sur un point. L'animal serait long, silencieux et presque luisant. Trop rapide pour être un simple poisson et trop souple pour ressembler à un mammifère connu du lac. Dans les années 1970, un club de plongée tente d'explorer la zone où la majorité des observations ont été faites. Les plongeurs découvrent des poches d'eau anormalement chaudes, provoquées par des sources thermales naturelles. L'eau y est trouble, chargée de sédiments, et la visibilité tombe parfois à moins d'1 mètre. Ces poches profondes pourraient facilement dissimuler un grand animal ou créer des illusions d'optique en déformant la lumière. Malgré plusieurs explorations, aucune créature n'est trouvée. Le mystère revient en force en 1981 lorsque 2 adolescents, allongés sur les quais pour observer la nuit, voient une forme émerger brièvement avant de disparaître dans un remous circulaire. Ils parlent d'un mouvement fluide, presque reptilien. Les autorités locales enregistrent leurs témoignages sans donner suite. Aucun scientifique n'est officiellement mandaté pour étudier la question. Avec les années, les récits s'espacent mais ne disparaissent jamais complètement. Certains pensent que les témoins ont vu des silures géants. D'autres évoquent un serpent de mer venu par les rivières depuis la mer du Nord, ce qui est impossible biologiquement. Quelques passionnés parlent d'un animal survivant d'une espèce préhistorique, ce que personne n'a pu prouver. Aujourd'hui, le Montreux serpent appartient à la frontière trouble entre folklore moderne et mystère réel. Les habitants en parlent encore parfois. Quand le lac se couvre de brume et que l'eau devient sombre comme de l'encre, certains disent qu'il suffit de rester silencieux pour entendre un glissement profond sous la surface. Comme si quelque chose continuait de rôder dans les eaux du Léman, à l'abri des regards depuis des décennies. À la fin des années 1980, la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis installe un réseau mondial de microphones sous-marins destinés à surveiller les océans. Ces hydrophones, répartis dans plusieurs zones stratégiques du Pacifique, sont capables d'enregistrer les sons les plus faibles provenant des profondeurs. Leur but initial est d'écouter les mouvements des sous-marins mais ils captent bien plus que cela. Ils révèlent que les océans sont pleins de bruits mystérieux. Parmi eux, 2 sons deviennent célèbres chez les spécialistes. Le bloop et l'upsweep. Le bloop est enregistré pour la première fois en 1997. Le son est si puissant qu'il est capté par plusieurs milliers de kilomètres de distance. Il dure quelques secondes et sa fréquence augmente rapidement comme un cri étouffé gigantesque venu du fond de la mer. Les océanographes le comparent à des bruits d'animaux mais aucun mammifère marin connu n'est capable de produire une telle intensité. Même la baleine bleue, qui détient le record du plus grand animal vivant, ne peut émettre un son aussi fort ou aussi profond. Ce qui intrigue encore davantage les scientifiques est que le bloop semble organique. Sa structure rappelle celle d'un bruit produit par une gorge vivante, pas par un effondrement de glace ou une fracture tectonique.
Pourtant aucune créature connue ne correspond. Pour produire un bruit de cette amplitude, il faudrait un animal colossal, plus grand que tout ce qui a jamais été documenté. Cette idée est tellement improbable que les chercheurs se voient obligés d'écarter la piste biologique malgré la similarité évidente. L'autre son mystérieux, l'Upsweep, est enregistré pour la première fois en 1991. Il se présente sous forme de longues séries de balayages sonores, montant en fréquence de manière régulière comme une sorte de chant mécanique répétitif. Le son revient selon un cycle saisonnier. Parfois il disparaît pendant plusieurs mois puis revient soudainement, toujours dans la même zone du Pacifique central. Les scientifiques pensent que l'Upsweep pourrait être lié à des phénomènes volcaniques sous-marins mais les relevés géologiques ne confirment pas cette hypothèse. Aucun volcan actif ne correspond à l'origine précise du son. Les hydrophones localisent en partie la zone d'où proviennent ces bruits. C'est une région du Pacifique extrêmement profonde, presque inaccessible, parfois surnommée l'abîme silencieux. À ces profondeurs, la lumière ne pénètre absolument pas. La pression écrase tout ce qui n'est pas adapté. L'exploration y est presque impossible et les créatures qui y vivent restent pour la plupart inconnues. Dans les années 2000, plusieurs missions sous-marines sont envoyées vers la zone suspectée mais aucune ne parvient à détecter une source claire. Les caméras ne voient que des étendues froides, des falaises sous-marines abruptes et des nuages de particules. Certains instruments enregistrent des variations minimes de température ou de pression mais rien qui puisse être lié à un organisme ou à une activité sismique. Au même moment, d'autres sons tout aussi étranges sont captés. Certains sont brefs, d'autres durent plusieurs minutes. Tous semblent provenir des profondeurs les plus obscures de l'océan. Les chercheurs commencent à admettre qu'ils ne comprennent qu'une infime partie des bruits produits dans la mer. La majorité des sons captés n'ont jamais été identifiés. En 2012, de nouvelles analyses du bloop suggèrent qu'il pourrait être lié à la fracturation de gigantesques morceaux de glace en Antarctique. Mais cette explication, bien qu'officiellement adoptée, ne convainc pas tous les spécialistes. Le spectre sonore du bloop reste étonnamment similaire à celui d'un son animal. Et surtout, le bloop a été capté à plusieurs reprises loin de l'Antarctique. Pourquoi un phénomène glaciaire produirait-il un bruit répété si loin de sa source? Quant à l'Upsweep, son origine demeure inconnue. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit d'une activité hydrothermale irrégulière. D'autres proposent qu'il pourrait être lié à des mouvements géologiques encore non documentés. Aucune théorie ne parvient à tout expliquer. Les cycles saisonniers, l'intensité variable et la régularité des balayages restent inexpliqués. Pour les passionnés de mystères océaniques, ces sons représentent la possibilité qu'une forme de vie inconnue évolue dans les profondeurs les plus inaccessibles. Une créature géante ou une espèce produisant des chants complexes que nous ne comprenons pas encore. Une hypothèse jugée improbable par la science actuelle mais jamais totalement éliminée. Aujourd'hui, le bloop et l'Upsweep demeurent des signaux emblématiques de tout ce qui échappe encore à notre compréhension de l'océan. Peut-être s'agit-il de simples phénomènes naturels encore mal compris. Peut-être sont-ce les échos d'une vie abyssale dont nous ne connaissons pas l'existence. Peut-être les bruits d'un monde si profond que notre technologie moderne ne fait qu'effleurer sa surface. Dans les abysses, le son voyage très loin et très longtemps. Il porte avec lui l'impression qu'une présence gigantesque habite encore les ténèbres. Une présence qui semble parfois respirer, vibrer ou appeler depuis les profondeurs du monde. Le 2 août 1947, le vol 371 de la British South American Airways décolle de Buenos Aires à destination de Santiago du Chili. À bord, 21 personnes prennent place dans un Avro Lancaster spécialement aménagé pour le transport civil. L'ambiance est calme et le temps est clair. L'équipage est expérimenté et aucun signe ne laisse penser que le voyage prendra une tournure dramatique. Alors que l'appareil approche de la cordillère des Andes, la radio capte quelques échanges courts et parfaitement ordinaires. Le pilote demande une confirmation de route et reçoit une réponse standard. Après cela, tout se tait. Il n'y a ni appel de détresse ni message indiquant le moindre problème. L'avion disparaît simplement des écrans. Pendant plusieurs semaines, les forces aériennes argentines et chiliennes fouillent la chaîne de montagnes.
Les rumeurs circulent et certains habitants déclarent avoir vu un point lumineux chuter au loin. Les autorités pensent à un crash, mais aucun fragment d'appareil n'est retrouvé, aucune trace de carburant, aucun morceau de métal. Finalement, en l'absence de preuves, l'affaire est classée et les familles sont contraintes d'accepter que les corps ne seront jamais rapatriés. Le vol 371 devient une légende locale qui s'éteint peu à peu avec le temps. Un demi-siècle plus tard, en janvier 2000, 2 alpinistes découvrent par hasard un morceau de métal brillant sous la neige à plus de 5000 mètres d'altitude. À côté du fragment, ils trouvent un casque intact ainsi que quelques objets personnels ensevelis depuis des décennies. Les autorités chiliennes organisent une expédition et parviennent à localiser l'épave complète. À la surprise générale, les corps des passagers sont parfaitement conservés par le froid intense. Rien ne semble indiquer une explosion et les montres retrouvées sur plusieurs victimes se sont toutes arrêtées à la même minute. Aucun élément mécanique ne montre une panne évidente et les conditions météorologiques du jour du crash étaient excellentes. Les enquêteurs concluent que l'avion a percuté la montagne de plein fouet. Pourtant, cela n'explique pas pourquoi l'équipage n'a jamais envoyé d'appel de détresse ni pourquoi la trajectoire s'est brusquement décalée alors que la navigation était censée être sous contrôle. Aujourd'hui encore, les familles n'ont aucune réponse claire. Le vol 371 reste l'un des rares cas où un avion moderne s'est volatilisé puis réapparu 53 ans plus tard sans qu'aucune explication technique ne puisse être confirmée. Le 16 août 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, un dirigeable américain de type L-8 décolle de la base navale de Treasure Island dans la baie de San Francisco. À son bord se trouvent 2 hommes expérimentés, le lieutenant Ernest Cody et l'enseigne Charles Adams. Leur mission est simple. Surveiller la côte californienne pour repérer d'éventuels sous-marins ennemis. Il s'agit d'une routine. Le vol doit durer quelques heures et le dirigeable doit revenir avant la nuit. Le temps est clair. Le vent est faible. Les communications entre le L-8 et la base sont parfaitement normales pendant les premières heures. Le dirigeable suit son trajet habituel et rien n'indique un problème. Plusieurs témoins au sol rapportent l'avoir vu passer lentement au-dessus des falaises, évoluant sans difficulté dans le ciel lumineux du matin. 2 heures plus tard, un signal radio indique que l'équipage se dirige vers un point où une tache d'huile a été repérée en mer. C'est un signe possible de sous-marin. Mais après ce message, plus rien. Le silence s'installe soudainement. On tente de contacter le dirigeable mais aucune réponse n'arrive. Ce n'est d'abord pas inquiétant. Les communications radio peuvent parfois être perturbées. Pourtant le L-8 ne répond plus à aucun appel pendant plus de 20 minutes, ce qui attire l'attention des opérateurs. Vers midi, des habitants de Daly City aperçoivent le dirigeable voler très bas, presque à hauteur de toiture. Le L-8 semble instable. Il se déplace lentement comme s'il n'était plus contrôlé. Les témoins affirment avoir crié et agité les bras pour attirer l'attention de l'équipage mais aucun visage n'apparaît aux fenêtres. Le dirigeable flotte silencieusement puis heurte des câbles électriques et descend doucement jusqu'à s'écraser contre un immeuble vide. Il n'explose pas. Il ne provoque pas d'incendie. L'appareil s'immobilise simplement comme un ballon géant qui se serait dégonflé. Lorsque les secours ouvrent la nacelle, ils découvrent une scène qui glace les enquêteurs. Il n'y a personne à bord. Les sièges sont vides. Les harnais sont intacts. Les portes ne montrent aucune trace de sortie violente. L'équipement est en place. Le parachute d'urgence n'a pas été utilisé. Les casques et les gilets de sauvetage sont accrochés à leur support. Toutes les commandes semblent fonctionnelles. Il n'y a aucun signe de lutte ni de panique. Les 2 pilotes ont disparu sans laisser la moindre trace. L'enquête commence immédiatement. Les autorités pensent d'abord à une chute en mer mais aucun des 2 hommes ne portait de harnais ouvert. La porte latérale montre une légère ouverture mais elle peut se déplacer par simple pression du vent. Certains imaginent que les 2 hommes sont tombés accidentellement pendant qu'ils tentaient de réparer quelque chose à l'extérieur mais rien ne manque dans la nacelle. Aucun outil n'a été sorti. Le dirigeable n'a pas de zone extérieure où un homme pourrait se tenir debout en plein vol sans harnais. L'hypothèse d'une attaque ennemie est rapidement écartée.
Aucun projectile n'est trouvé. Aucun sous-marin suspect n'est repéré. De plus, si une attaque avait eu lieu, l'appareil aurait montré des signes de dégâts ou de panique. Rien de tel n'apparaît. Tout est parfaitement en ordre, comme si les deux hommes avaient simplement disparu en plein vol. Les familles des deux pilotes insistent sur le fait qu'ils n'avaient aucune raison de déserter. Ils étaient patriotes, proches de leurs proches, sans problème personnel majeur. Leur disparition forcée semble alors plus probable qu'une fuite volontaire, mais aucune preuve ne soutient cette piste. Les hélicoptères et les bateaux ratissent la zone pendant plusieurs jours, mais aucun corps n'est retrouvé. Le dirigeable L-8 finit par être réparé et retourné au service actif. Il vole durant plusieurs années après l'incident, mais toutes les équipes qui travaillent à son bord parlent d'un malaise grandissant. Certains affirment entendre des bruits de pas dans la nacelle alors qu'ils sont seuls. D'autres disent ressentir une présence silencieuse pendant les vols de nuit. Le surnom Ghost Blimp finit par lui être attribué. Aujourd'hui, l'affaire des pilotes disparus du L-8 reste l'un des mystères les plus étranges de l'aviation américaine. Aucune explication définitive n'a jamais été trouvée. Les archives militaires confirment qu'il n'y a eu ni attaque ennemie ni panne mécanique grave. Le dirigeable est revenu seul, en parfait état, sans son équipage. Comme s'il avait simplement continué sa route en oubliant ceux qui le dirigeaient. Un dirigeable fantôme porté par le vent, redevenu soudain un simple ballon vide. Derrière lui, une question qui demeure intacte. Où sont passés Ernest Cody et Charles Adams entre le dernier message radio et l'atterrissage silencieux du L-8 ? Dans les vastes plaines du Nebraska, au milieu des herbes qui ondulent sous un vent presque constant, les habitants parlent parfois de mystérieuses pierres qu'ils appellent pierres tonnerres. Elles apparaissent par groupes dispersés, souvent alignées comme si une main invisible les avait posées au même endroit. Ces pierres sont presque parfaitement sphériques et varient de la taille d'un galet à celle d'un ballon de football. Leur surface est si lisse qu'on a l'impression qu'elles ont été polies à la main. Pourtant personne ne sait d'où elles viennent. La première découverte documentée remonte à la fin du XIXe siècle. Un fermier nommé Caleb Turner labourait un champ fraîchement acquis lorsqu'il heurta quelque chose de dur. Pensant à une simple roche, il voulut la dégager mais découvrit qu'elle n'était pas unique. Sous la terre se trouvaient plusieurs sphères identiques, presque parfaitement organisées en motifs circulaires. Intrigué, Caleb en emporta quelques-unes au village. Personne ne sut les expliquer. Elles n'étaient composées ni de granit, ni de calcaire, ni d'un matériau typique de la région. Au fil des décennies, de nouveaux agriculteurs signalent ces pierres. Certains en trouvent des dizaines dans un même périmètre. D'autres en découvrent une seule, isolée, comme si elle avait été déposée intentionnellement. En 1934, un géologue amateur tente d'en analyser une, mais la roche se révèle particulièrement difficile à découper. Les instruments de l'époque ne permettent pas d'en extraire des échantillons suffisamment stables pour une étude complète. Il parvient tout de même à déterminer que les pierres ne correspondent à aucune formation naturelle connue du Nebraska. Le mystère prend de l'ampleur dans les années 1950 quand une équipe universitaire vient examiner une zone où plus de 50 pierres ont été trouvées. Les scientifiques remarquent que certaines sphères sont légèrement aimantées. D'autres semblent présenter des couches internes en spirale. Pourtant aucune origine géologique locale ne peut expliquer de telles caractéristiques. Aucune coulée volcanique, aucune poche minérale particulière, aucune source de chaleur souterraine. Les pierres ne devraient tout simplement pas exister dans cet environnement. Plus troublant encore, plusieurs témoins affirment avoir entendu un bourdonnement sourd en manipulant certaines sphères. Le bruit est faible et disparaît dès qu'on les repose. Personne n'a jamais réussi à enregistrer ce phénomène, mais les témoignages sont nombreux. Quelques habitants racontent même que leurs animaux refusent de s'approcher des pierres et montrent des signes d'agitation. Avec le temps, les scientifiques avancent plusieurs hypothèses. Certains évoquent un phénomène géologique rare qui aurait produit des nodules parfaitement sphériques. D'autres parlent d'objets manufacturés par une civilisation amérindienne inconnue qui les aurait enfouis pour des raisons symboliques. Aucune de ces pistes n'a pu être validée. Aucune datation fiable n'a jamais été obtenue.
En novembre 1920, dans une clairière isolée de la vaste forêt d'Orléans en France, un garde forestier découvre le corps d'une femme allongée dans un tapis de feuilles humides. La scène paraît presque mise en scène. La femme repose sur le dos, les yeux clos, ses vêtements impeccablement ajustés malgré la boue autour d'elle. Elle tient fermement dans ses mains un objet étrange. Un fer à cheval ancien, lourd et rouillé, posé contre sa poitrine. Rien autour d'elle n'est déplacé. Pas de traces de lutte. Pas d'empreinte qui indiquerait une autre présence. La police est rapidement alertée. Le médecin légiste conclut que la femme est morte depuis au moins 48 heures, probablement d'un arrêt cardiaque brutal. Cependant, certains détails troublent immédiatement les enquêteurs. La femme ne porte aucun papier d'identité. Ses étiquettes de vêtements ont été soigneusement retirées. Son visage est maquillé mais de manière inhabituelle, comme si quelqu'un avait voulu lui donner un aspect solennel ou cérémoniel. Les premières recherches ne permettent pas d'identifier la victime. Aucune disparition correspondant à sa description n'a été signalée dans la région. Les villageois les plus proches affirment qu'ils ne l'ont jamais vue. Pourtant, son apparence laisse penser qu'elle ne vivait pas dans la forêt ni dans un milieu rustique. Ses chaussures sont de bonne qualité et son manteau semble venir d'une boutique parisienne. Le fer à cheval intrigue particulièrement les enquêteurs. Pourquoi une femme élégante tiendrait-elle un objet aussi rustique au moment de mourir? Les analyses montrent que le fer est ancien, probablement du XIXe siècle. Il porte des marques d'usure mais rien qui indique un usage récent. Certains policiers pensent qu'il s'agit d'un symbole. Peut-être un porte-bonheur. Peut-être un message. Peut-être un élément rituel que seul un cercle restreint de personnes pourrait comprendre. Les semaines passent. Les autorités diffusent sa description dans plusieurs journaux nationaux. Aucune famille ne se manifeste. Aucun proche ne se déclare. Les commissariats de Paris, Orléans et Tours vérifient leurs dossiers mais aucune femme disparue ne correspond à ces traits. Le mystère de son identité devient l'objet de spéculations locales. L'enquête prend une tournure plus étrange encore lorsqu'un agent remarque que les cheveux de la femme portent l'odeur d'un parfum rare, peu utilisé en province. Une fragrance coûteuse vendue uniquement dans quelques boutiques parisiennes. La piste mène à 2 parfumeries mais aucune ne se souvient d'une cliente correspondant à sa description. Les policiers fouillent ensuite les hôtels, les gares, les pensions. Ils apprennent qu'une femme élégante voyageant seule aurait été aperçue quelques jours avant la découverte dans un train en direction d'Orléans. Elle tenait un sac en cuir sombre et semblait nerveuse selon les témoins. Cependant, personne ne sait où elle est descendue ni où elle s'est rendue. Certains habitants commencent à formuler leurs propres hypothèses. Quelques-uns parlent d'une femme fuyant une relation interdite ou une dette dangereuse. D'autres évoquent un groupe ésotérique utilisant des symboles anciens dont le fer à cheval ferait partie. Une vieille légende locale prétend que le fer à cheval protège contre les esprits de la forêt d'Orléans. Peut-être la femme cherchait-elle à se protéger de quelque chose qu'elle croyait réel. Malgré toutes les recherches, l'enquête finit par être classée sans suite. La femme est enterrée dans le cimetière d'un village voisin sous une simple pierre portant les mots inconnus de la forêt d'Orléans. Le fer à cheval est conservé dans les archives de la police mais n'a jamais révélé son secret. Le matin du 1er décembre 1948, sur la plage de Somerton près d'Adélaïde en Australie, un promeneur remarque un homme élégamment vêtu, allongé contre la digue. Il pense d'abord à quelqu'un qui dort. Lorsque le promeneur s'approche, il réalise que l'homme ne respire plus. Son visage porte une expression étrange, presque paisible, comme s'il s'était éteint sans souffrir. Il ne présente aucune blessure apparente et rien ne suggère un accident. Les policiers découvrent rapidement un détail troublant. L'homme n'a sur lui aucun document permettant de l'identifier. Pas de portefeuille. Pas de papier. Les étiquettes de ses vêtements ont été soigneusement retirées au ras du tissu. Ses chaussures sont presque neuves mais parfaitement cirées, comme si l'homme avait marché très peu avant de mourir. L'autopsie révèle la présence d'un liquide suspect dans son estomac mais aucune toxine n'est officiellement détectée. L'homme semble avoir été empoisonné mais rien ne permet de l'affirmer. Les enquêteurs trouvent cependant un indice intrigant.
Dans une petite poche secrète de son pantalon, une bande de papier soigneusement pliée porte 2 mots. Tamam Shud. Ces mots proviennent d'un livre de poésie persane appelé le Rubaiyat d'Omar Khayyam. Il signifie la fin ou terminer. Les autorités lancent une recherche pour retrouver l'exemplaire du livre d'où cette page a été arrachée. Quelques semaines plus tard, un habitant d'Adélaïde se présente au commissariat. Il dit avoir trouvé un Rubaiyat posé sur la banquette arrière de sa voiture qui était restée ouverte. Il ne se souvient pas d'avoir acheté ce livre. Les enquêteurs l'examinent et constatent que la dernière page a été soigneusement découpée. L'espace vide correspond exactement au fragment trouvé sur la victime. À l'intérieur de l'ouvrage, plusieurs éléments intriguent encore davantage la police. Sur la dernière de couverture, 5 lignes de lettres semblent former un code. Certaines lettres sont répétées comme si elles suivaient une structure intentionnelle. Les cryptologues tentent de le déchiffrer sans succès. Le message reste muet. Dans le livre, les enquêteurs trouvent aussi un numéro de téléphone qui mène à une femme vivant non loin d'Adélaïde. Cette femme admet avoir possédé un Rubaiyat plusieurs années auparavant mais ni connaître l'homme retrouvé sur la plage. Lorsqu'on lui montre une photographie du défunt, elle pâlit, détourne le regard et refuse d'en dire davantage. Le corps de l'homme de Somerton est finalement enterré sans nom. Son identité n'a jamais été confirmée malgré de nombreuses tentatives. Les analyses modernes n'ont apporté aucune précision décisive. Le code inscrit dans le livre reste inexpliqué. Les causes de la mort sont toujours débattues. Certains pensent qu'il s'agissait d'un espion. D'autres croient à une histoire d'amour tragique. Quelques-uns évoquent une mission clandestine qui aurait mal tourné. Au nord-ouest du Canada, dans les territoires du nord-ouest, s'étend une région sauvage appelée la vallée du Nahanni. C'est un lieu majestueux et difficile d'accès, entouré de falaises abruptes, de grottes profondes et de rivières brumeuses. Depuis des siècles, les peuples autochtones considèrent cet endroit comme dangereux. Ils le surnomment la vallée des esprits. Pourtant, ce n'est que durant les années 1900 que le monde extérieur va découvrir ce lieu à travers une série d'événements inexpliqués. En 1904, 2 frères prospecteurs, Willie et Frank McLeod, partent explorer la vallée à la recherche d'or. Ils parlent d'une rumeur selon laquelle une rivière nichée au cœur de la région serait bordée de dépôts aurifères. Les frères s'y rendent avec enthousiasme mais ne reviennent jamais. 2 ans plus tard, une équipe de recherche finit par retrouver leur corps le long de la rivière Nahanni. Les 2 hommes sont décapités. Leurs têtes ont disparu. Leurs camps n'ont pas été pillés et il n'y a aucune trace de lutte. Le rapport officiel ne parvient pas à expliquer ce qui s'est passé. En 1917, un autre chercheur d'or, Martin Jorgensen, disparaît dans la vallée. Son campement est retrouvé plus tard, détruit par le feu. Son corps calciné gît à côté mais là encore sa tête manque. Aucun animal de la région ne pratique ce type de mutilation. Aucun criminel n'est soupçonné. Il n'existe aucun motif, aucun témoin, aucune piste. Dans les années 1920 et 1930, d'autres prospecteurs disparaissent ou sont retrouvés morts dans des conditions étranges. Plusieurs corps décapités sont découverts. Une rumeur se répand alors dans les régions nordiques. On dit que la vallée du Nahanni est hantée. Certains affirment qu'un homme sauvage habiterait une grotte reculée. D'autres parlent de guerriers fantômes ou d'esprits protecteurs qui puniraient les intrus. Les légendes autochtones mentionnent des créatures mystérieuses vivant dans les montagnes, mais rien de concret n'est jamais prouvé. Les trappeurs locaux racontent des histoires effrayantes. Ils parlent d'un vent étrange qui souffle dans les canyons comme une lamentation. Certains disent avoir vu de grandes silhouettes dans la brume, trop grandes pour être humaines. D'autres rapportent des cris venant des profondeurs des grottes. Quelques aventuriers affirment qu'ils ont été suivis durant des jours par une présence invisible, toujours juste hors de vue. Dans les années 1960, des géologues et des alpinistes explorent la région. Ils découvrent des sources chaudes, des cavernes immenses et des reliefs karstiques uniques. La vallée semble être un refuge naturel pour de nombreuses espèces rares. Pourtant, malgré ces richesses naturelles, les habitants des villages voisins continuent d'éviter ce lieu. Ils disent que la vallée possède une énergie lourde, presque oppressante.
Plusieurs guides expérimentés refusent d'y entrer, même contre une forte rémunération. Les autorités canadiennes tentent de démystifier le lieu. Elles suggèrent que les morts pourraient être dues à des accidents, au froid intense ou à des attaques d'animaux. Mais ces explications sont difficiles à concilier avec les décapitations. Aucun animal connu dans cette région ne prendrait la tête d'un homme sans toucher au reste du corps. Aucun proscrit ou criminel n'a jamais été identifié comme responsable de ces actes répétés sur plusieurs décennies. Avec le temps, la vallée du Nahanni s'est construit une réputation sombre. Aujourd'hui, c'est une réserve naturelle protégée, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les visiteurs peuvent y accéder mais les zones les plus reculées restent pratiquement inexplorées. Beaucoup préfèrent ne pas s'y aventurer. Les légendes persistent et les histoires racontées par les anciens continuent de circuler. Certains disent que les montagnes de la vallée possèdent un secret. Peut-être une ancienne tribu isolée. Peut-être une espèce animale inconnue. Peut-être quelque chose d'encore plus ancien. Ce qui est certain, c'est que les hommes retrouvés décapités n'ont jamais reçu d'explication officielle satisfaisante. Le Nahanni reste une terre de mystère où la nature semble cacher un passé violent. Un lieu où les morts sans tête veillent encore dans la mémoire des habitants comme une ombre qui refuse de disparaître. Au milieu des années 1950, alors que l'exploration spatiale n'en est qu'à ses débuts, plusieurs stations d'écoute américaines et européennes détectent un signal étrange provenant de l'orbite terrestre. Le signal est intermittent et semble répéter une séquence radio qui ne correspond à aucun satellite connu. À cette époque, peu de nations possèdent la capacité d'envoyer des objets dans l'espace. Les ingénieurs pensent donc à une erreur. Pourtant le signal revient plusieurs nuits de suite sans jamais suivre un rythme régulier. En 1960, l'US Navy observe un objet sombre sur une orbite polaire très haute, un type d'orbite que les États-Unis ne savent pas encore atteindre. L'objet se déplace lentement, bien plus lentement que n'importe quel satellite artificiel. Les radars notent une trajectoire légèrement irrégulière, comme si l'objet n'était contrôlé par personne. Les militaires inspectent les données et concluent qu'il ne peut appartenir à aucune puissance rivale. Pourtant il continue de tourner autour de la Terre sans disparaître. Les premières photographies sont capturées par des observatoires amateurs. Elles montrent une silhouette étrange, asymétrique, presque anguleuse. Ce n'est pas une forme circulaire comme les satellites de l'époque. L'objet ressemble davantage à une masse d'acier déformée qui se déplace sans logique apparente. Les médias ne s'y intéressent pratiquement pas et seuls quelques scientifiques s'interrogent véritablement. À la fin des années 1960, plusieurs astronautes affirment avoir aperçu un objet sombre depuis leur capsule. Ils le voient glisser lentement, suspendu dans le vide, avant qu'il ne disparaisse dans l'ombre de la Terre. Le phénomène est brièvement mentionné dans des rapports internes mais jamais documenté de manière officielle. À chaque fois, l'objet semble silencieux, immobile ou presque, comme s'il n'obéissait à aucune loi satellitaire classique. Les opérateurs radars notent un détail troublant. L'objet change parfois d'orbite. Ces variations ne sont pas violentes. Il se déplace comme s'il corrigeait sa position, sans qu'aucune propulsion visible ne soit détectée. Certains ingénieurs tentent d'expliquer ce comportement par un effet thermique ou magnétique, mais aucune théorie ne parvient à justifier des déplacements aussi précis. Dans les années 1970 et 1980, l'objet continue d'être observé de manière sporadique. À chaque passage, sa forme semble légèrement différente selon les clichés. Certains chercheurs avancent qu'il pourrait s'agir d'un débris spatial ancien, peut-être un morceau d'un lancement soviétique raté. D'autres affirment que sa présence remonterait à bien avant les premiers vols spatiaux humains. Aucune preuve ne permet de trancher. Au début des années 1990, une navette spatiale américaine photographie un objet noir et irrégulier qui flotte à proximité. Les images circulent, alimentant toutes sortes d'hypothèses. La NASA parle d'un simple débris perdu en orbite. Pourtant plusieurs spécialistes remarquent que l'objet correspond étrangement aux descriptions du mystérieux phénomène observé 40 ans plus tôt. Aujourd'hui encore, le Black Knight reste un mystère sans origine confirmée. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait être un fragment de matériel militaire oublié.
D'autres y voient une anomalie spatiale difficile à classer. Les passionnés évoquent parfois un artefact venu d'ailleurs, mais aucune preuve solide n'a jamais étayé cette idée. L'objet continue d'être signalé épisodiquement par des opérateurs radars amateurs qui affirment que sa signature revient parfois avant de disparaître pendant des années. Son orbite incertaine, son comportement incompréhensible et sa nature inconnue en font l'un des objets les plus étranges jamais observés autour de notre planète. Malgré les décennies, il demeure suspendu dans un brouillard de spéculation et d'incompréhension comme un éclat silencieux qui rôde dans les hauteurs de l'espace terrestre. En 1929, près de la ville de Guang'an dans la province du Sichuan en Chine, un fermier nommé Yan Daosheng creuse un fossé pour agrandir son champ. En retournant la terre, sa pelle heurte un objet dur. Il découvre alors plusieurs morceaux d'ivoire et de jade disposés de manière étrange. Personne ne s'inquiète réellement de cette découverte jusqu'à ce qu'un archéologue local examine le site. Ce qui semblait être une trouvaille isolée devient rapidement l'un des plus grands mystères archéologiques de l'Asie. Des fouilles approfondies sont lancées en 1986 et 2 fosses incroyables sont mises au jour. Elles renferment des milliers d'objets rituels, artistiques et cérémoniels. Mais le détail le plus stupéfiant est que leur style est totalement différent de tout ce que l'on connaissait de la Chine ancienne. Les artefacts ne ressemblent ni à ceux de la dynastie Shang ni à ceux des autres cultures voisines. On a l'impression de découvrir une civilisation extérieure tombée du ciel. Parmi les objets les plus impressionnants se trouvent des masques de bronze gigantesques, certains mesurant plus d'1 mètre de large. Leurs visages déformés sont ornés d'yeux saillants, parfois exagérément allongés, avec des oreilles immenses et des expressions étranges. Leur style est si unique qu'aucun archéologue ne parvient à les relier à une tradition artistique connue. Les statues, quant à elles, représentent des êtres humains ou divins aux proportions étranges, avec des bras très longs ou des poses rituelles mystérieuses. Les spécialistes sont stupéfaits par la sophistication technique de la civilisation de Sangxinduyi. Le bronze y atteint un niveau de maîtrise exceptionnel, bien supérieur à ce que l'on pensait possible à cette époque dans la région. Certains objets massifs ont été coulés d'un seul bloc avec une précision presque moderne. On y trouve aussi de l'or travaillé, du jade sculpté et des ornements semblant appartenir à un système symbolique très élaboré. Pourtant, aucun texte n'accompagne ces découvertes. Aucune inscription. Aucun document. Aucun signe d'écriture. Cette civilisation semble avoir existé dans un silence total, laissant derrière elle des œuvres incroyablement complexes mais aucun récit pour les expliquer. Les chercheurs estiment que Sangxinduyi a prospéré il y a environ 3000 à 5000 ans, mais personne ne sait d'où venaient ces gens ni pourquoi leur culture diffère à ce point de toutes les cultures chinoises contemporaines. Le mystère s'approfondit lorsque l'on découvre que Sangxinduyi a disparu soudainement. Vers 1200 avenue J.C., les traces archéologiques montrent un abandon brusque du site. Il n'y a ni trace d'invasion ni de destruction. La population semble s'être volatilisée. Les théories abondent. Une crue violente du fleuve Minjiang aurait pu détruire les habitations. Un séisme pourrait avoir modifié le cours du fleuve, rendant le site inhabitable. Pourtant aucune preuve matérielle concluante ne vient confirmer ces explications. Plus énigmatique encore, certaines découvertes récentes suggèrent que les habitants de Sangxinduyi auraient pu se déplacer vers d'autres régions et fonder de nouvelles cités. Cependant aucun objet trouvé ailleurs en Chine ne présente le même style artistique. Si les habitants ont survécu, ils auraient alors complètement abandonné leur tradition visuelle la plus caractéristique, ce qui semble improbable. D'autres spécialistes pensent que Sangxinduyi représentait une culture isolée qui s'est simplement éteinte, mais l'étendue et la sophistication de ses œuvres contredisent cette hypothèse. Dans les années 2020, de nouvelles fosses ont été mises au jour. Elles contiennent d'autres artefacts tout aussi fascinants, confirmant que cette civilisation possédait une vision du monde profondément originale. Les masques aux yeux énormes pourraient représenter des divinités mythiques ou des êtres symbolisant une perception spirituelle très différente de celle du reste de la Chine ancienne. Les statues de bronze montrent des gestes rituels inconnus qui semblent indiquer une religion unique, coupée des autres traditions. Aujourd'hui, Sangxinduyi est l'un des plus grands mystères de l'archéologie chinoise. Une civilisation brillante,
techniquement avancée, artistiquement audacieuse, apparue sans précurseur clair et disparue sans héritier identifiable. Les visiteurs du musée de Gwangan restent souvent silencieux devant les masques monumentaux. Certains ont l'impression d'être observés par des regards venus d'un autre monde. D'autres voient dans ces visages étranges un message oublié transmis par une culture dont le souvenir s'effrite avec le temps. Ce qui est certain, c'est que Sangxinduyi n'a pas encore révélé tous ses secrets. Et peut-être que sous les terres du Sichuan, une partie de cette civilisation attend encore d'être redécouverte. Au début des années 1990, les habitants de la petite ville de Taos au Nouveau-Mexique commencent à évoquer un phénomène étrange. Certains disent percevoir un son très faible mais persistant qui semble provenir de nulle part. Le bruit est profond, presque sourd, comme un moteur lointain qui tournerait continuellement. Les habitants l'appellent simplement le hum. Ce mot devient vite synonyme d'une présence sonore que personne ne parvient à expliquer. Le plus troublant est que seul un petit pourcentage de personnes semblent capables d'entendre ce bourdonnement. Les témoignages sont pourtant cohérents. Ceux qui l'entendent décrivent un son continu qui devient plus perceptible la nuit lorsque la ville s'apaise. Il ne ressemble pas à un grondement de trafic ni à un bruit industriel. Il reste stable, sans variation, comme une note trop basse pour être enregistrée facilement. En 1993, plusieurs habitants se disent incapables de dormir. Ils expliquent que le bourdonnement semble résonner directement dans la tête comme s'il ne venait pas de l'extérieur. Certains ressentent même une pression au niveau des oreilles alors que les médecins n'identifient aucune anomalie. Le phénomène devient suffisamment envahissant pour que les autorités locales demandent une enquête officielle. Une équipe d'ingénieurs acousticiens et de physiciens se rend sur place. Ils installent des capteurs à plusieurs endroits de la ville et passent des nuits entières à écouter, mesurer et analyser. Les microphones enregistrent les bruits naturels de la région, les vibrations des routes et les sons provenant de l'activité humaine mais jamais le fameux bourdonnement. Les instruments restent muets tandis que de nombreux habitants affirment l'entendre clairement. Les scientifiques envisagent plusieurs pistes. Une installation industrielle éloignée pourrait produire une fréquence particulière qui ne serait audible que par une partie de la population. L'activité géologique pourrait créer des vibrations souterraines transformées en sons perceptibles. Les experts étudient même la possibilité d'un phénomène d'interférence lié aux lignes électriques. Rien ne correspond aux témoignages et les mesures ne révèlent aucun signal anormal. Le mystère s'épaissit lorsque les chercheurs remarquent que le bourdonnement est ressenti à des endroits précis de la ville mais pas dans d'autres. Les zones où le hum est le plus fort ne présentent aucune caractéristique électrique ou mécanique particulière. Les habitants commencent alors à élaborer leurs propres théories. Certains pensent à un effet acoustique dû aux montagnes environnantes. D'autres évoquent un phénomène atmosphérique rare qui amplifierait certaines vibrations de basse fréquence. Au fil des années, le hum devient un sujet de conversation récurrent à Taos. Les nouveaux arrivants ne l'entendent généralement pas. Ceux qui y vivent depuis longtemps semblent plus susceptibles de le percevoir. Quelques habitants déménagent dans l'espoir de retrouver le silence. D'autres affirment que le son disparaît pendant plusieurs jours avant de revenir soudainement sans raison. Le phénomène attire ponctuellement des chercheurs et des curieux mais aucune explication définitive n'a jamais été retenue. Les scientifiques reconnaissent l'existence du problème mais avouent ignorer sa cause. Le bourdonnement de Taos reste un exemple fascinant d'un phénomène auditif partagé par une partie de la population tout en étant totalement indétectable par les instruments classiques. En août 1993, une jeune guide expérimentée nommée Lyudmila Korovina conduit un groupe de 6 randonneurs dans les montagnes de Kamar-Daban, une région sauvage et spectaculaire située près du lac Baïkal en Sibérie. Tous sont en bonne santé, habitués aux treks difficiles et parfaitement équipés pour une expédition estivale. Le groupe avance en direction d'un col connu pour offrir une vue magnifique sur les vallées environnantes. Ils voyagent sous un ciel capricieux mais rien ne laisse présager le drame qui va suivre. Quelques jours après leur départ, la météo commence à se dégrader. Le vent se lève, la pluie devient plus dense et les températures chutent brutalement malgré la saison. Le groupe continue tout de même son ascension.
La guide Korovina rassure ses élèves et maintient la progression. Selon les témoignages et les traces retrouvées plus tard, tout semble normal jusqu'à la matinée du 5 août. Ce jour-là, pour une raison que personne n'a pu expliquer, l'un des membres du groupe s'effondre soudainement. Il tremble violemment, se plaint de douleurs aiguës et saigne du nez. Panique générale. Les autres tentent de lui venir en aide mais quelques minutes plus tard, un deuxième randonneur présente les mêmes symptômes. Les descriptions laissées par la seule survivante sont terrifiantes. Elle raconte que les membres de l'équipe se sont mis à courir dans tous les sens comme s'ils perdaient le contrôle de leur corps. Certains hurlaient. D'autres tombaient à genoux en se tenant la gorge. Leurs yeux devinrent vitreux. Leur peau devint étrangement rouge. Plusieurs se mirent à se déshabiller malgré le froid intense. Ce comportement est typique de certaines morts hypothermiques mais les autres symptômes ne correspondent pas. La guide Korovina tente désespérément de maintenir la cohésion mais elle finit elle aussi par s'effondrer, secouée de convulsions. La survivante, Valentina Utoshenko, prend la fuite, terrorisée. Elle descend la montagne en état de choc pendant près de 24 heures avant de trouver un refuge et de prévenir les autorités. Lorsque les secours atteignent enfin le lieu du drame, ils découvrent un spectacle glaçant. Les corps sont dispersés autour du camp, certains allongés sur le ventre, d'autres recroquevillés. Aucun ne présente de blessures visibles liées à une attaque animale ou à une chute. Les vêtements sont parfois déchirés mais les sacs contiennent encore la quasi-totalité du matériel. Les tentes ne sont pas montées. Il est clair que le groupe n'a pas eu le temps de s'organiser pour se protéger. L'autopsie ne donne aucune explication. Les organes internes présentent des signes de stress intense mais aucune toxine connue n'est détectée. Pas de champignons hallucinogènes. Pas de gaz neurotoxiques industriels. Pas de plantes empoisonnées identifiables. Les conditions météorologiques étaient difficiles mais pas mortelles pour un groupe expérimenté. Les autorités concluent officiellement à une combinaison de stress, de froid et d'hypothermie malgré les incohérences flagrantes. À partir de là, les hypothèses se multiplient. Certains chercheurs pensent à un phénomène atmosphérique rare, peut-être une dépression soudaine dans la pression de l'air. D'autres évoquent un gaz naturel venu d'une fissure géologique, bien qu'aucun échantillon n'ait jamais confirmé cette idée. Quelques théories plus extrêmes parlent d'un son infrasonique capable de déclencher la panique et des symptômes physiques. Mais rien n'explique la rapidité et la violence des réactions observées. Le parallèle avec le célèbre incident du col de Dyatlov, survenu en 1959, intrigue les chercheurs. Les deux événements présentent des similitudes troublantes. Une équipe expérimentée. Une atmosphère isolée. Une mort collective violente et incompréhensible. Des symptômes étranges. Une survivante qui décrit une scène de chaos inexplicable. Le 3 octobre 1955, le bateau cargo MV Jwaiita quitte Apia, au Samoa, pour se rendre au Toklo, un petit archipel isolé du Pacifique. À bord se trouvent 17 passagers et membres d'équipage ainsi que plusieurs tonnes de marchandises et de matériel médical. Le Jwaiita est réputé pour être robuste et difficile à couler. Sa coque en bois renforcée et ses compartiments étanches lui permettent normalement de flotter même en cas de gros dommages. Le voyage est prévu pour durer quelques heures. Pourtant le navire n'arrive jamais à destination. Aucun message de détresse n'est envoyé. Les jours passent et aucune trace du bateau n'apparaît sur la mer. Les autorités lancent une opération de recherche mais le Pacifique est vaste et les conditions météorologiques compliquent les efforts. Au bout de plusieurs semaines, la disparition du Jwaiita devient un mystère de plus dans une région déjà marquée par de nombreux drames maritimes. 54 jours après le départ, un navire marchand repère le Jwaiita dérivant au nord de Fidji. Le bateau est penché de façon inquiétante mais flotte encore malgré son état. À première vue, il semble complètement abandonné. Aucun mouvement sur le pont. Aucun signe de vie. Lorsque les sauveteurs montent à bord, ils découvrent une scène qui défie toute logique. Il n'y a absolument personne. Les 17 personnes à bord se sont volatilisées. La cargaison a été déplacée sans raison évidente. Une grande quantité de matériel manque.
La radio du bord est allumée mais ses câbles ont été sectionnés comme si quelqu'un avait voulu empêcher toute communication. Les horloges du navire se sont toutes arrêtées à exactement la même heure. Une mare de sang séché est trouvée sur le pont mais aucune trace de lutte n'est visible. Les enquêteurs découvrent également que l'un des moteurs est hors service et que l'autre n'a pas été utilisé pendant la dérive. Les réservoirs de carburant sont presque vides alors que le navire n'aurait pas dû consommer autant. Les réserves d'eau potable sont étrangement intactes. Les gilets de sauvetage manquent et le canot de secours a disparu. Pourtant partir en canot sur cette portion du Pacifique relève de la folie. La théorie la plus probable est que l'équipage a été confronté à une panne grave et a paniqué. Pourtant les marins habitués à la région assurent que personne n'aurait abandonné un bateau aussi flottant que le Jōiita pour s'aventurer en pleine mer sur un canot fragile. Le Jōiita était presque insubmersible. Aucun argument logique ne justifie un abandon aussi radical. D'autres théories émergent au fil des années. Certains évoquent une attaque de pirates, bien que rare dans cette zone à l'époque. D'autres parlent d'un vol organisé, l'objectif étant de dérober la cargaison manquante. Quelques-uns avancent qu'un accident tragique a pu entraîner la mort de plusieurs personnes et que les survivants auraient choisi de fuir, paniqués. Rien ne correspond totalement à l'état dans lequel le navire a été retrouvé. Le Jōiita est remorqué et finalement réparé mais les réponses ne viendront jamais. Aucune trace des passagers et de l'équipage n'a été retrouvée. Aucun corps n'a été repêché. Le canot de secours reste introuvable. Le navire semble avoir conservé le silence de ceux qui l'ont abandonné. Depuis ce jour, il occupe une place particulière dans les archives maritimes du Pacifique où il est souvent cité comme l'un des plus grands mystères nautiques du XXe siècle. Certaines nuits, les pêcheurs des Toklo racontent que le Jōiita, vide et fantomatique, aurait été aperçu dérivant bien avant sa récupération officielle comme s'il errait dans les eaux du Pacifique à la recherche de son équipage disparu. À la frontière du désert texan, non loin de la petite ville de Marfa, un phénomène étrange trouble les habitants depuis plus d'un siècle. Le paysage y est vaste, presque vide, un plateau aride traversé par des vents chauds qui soulèvent la poussière rouge. Les nuits y sont particulièrement sombres et silencieuses, et c'est justement dans cette obscurité que les témoins disent apercevoir les fameuses lumières de Marfa. Les premiers récits remontent aux années 1880. Des cow-boys conduisant du bétail affirment avoir vu des points lumineux danser au loin. Ils décrivent de petites orbes blanches ou jaunâtres qui se déplacent lentement dans le désert, parfois en ligne droite, parfois en zigzag. Ces lumières apparaissent soudainement puis disparaissent sans laisser de traces. À l'époque, certains pensent à des feux de camp distants ou à des lanternes portées par des voyageurs, mais les mouvements étranges des lumières déconcertent les observateurs. Au fil des décennies, les témoignages se multiplient. Les habitants affirment que les lumières apparaissent toujours dans la même zone, juste au-dessus d'une plaine désertique sans route ni habitation. Les orbes semblent se déplacer librement, changeant parfois de couleur en passant du blanc au rouge ou au bleu. Elles se divisent en deux ou fusionnent en une seule, selon certains témoins. Les comportements sont si variés que les explications traditionnelles ne suffisent pas. Dans les années 1950, alors que l'armée américaine entretient une présence dans la région, certains soldats rapportent eux aussi avoir vu les lumières. Certains pensent qu'il s'agit de signaux inconnus ou de tests militaires secrets. Pourtant aucun rapport officiel n'a confirmé cette idée. Les lumières continuent d'apparaître longtemps après la fin des activités militaires intensives. Les scientifiques commencent à s'intéresser au phénomène dans les années 1970. Plusieurs équipes d'universités texanes viennent observer la zone. Elles installent des caméras, des capteurs infrarouges et des instruments de mesure. Certaines nuits, rien ne se produit. D'autres soirs, les chercheurs observent de petites sphères lumineuses au loin. Les capteurs détectent parfois un signal lumineux mais ne parviennent pas à déterminer la distance exacte ou l'origine des orbes. Aucune source tangible n'est identifiée. Plusieurs théories sont avancées au fil du temps. Certains experts affirment qu'il pourrait s'agir d'un phénomène optique rare causé par la chaleur du sol et des inversions thermiques. D'autres parlent de gaz qui s'enflammeraient spontanément en sortant de fissures souterraines.
Mais le désert de Marfa ne présente pas de zone de méthane ni de faille connue pouvant produire ce type d'embrasement. De plus, les mouvements fluides et réguliers des lumières ne correspondent pas à des feux naturels. Certains chercheurs évoquent des illusions d'optique causées par les phares de voitures situés à plusieurs kilomètres. Pourtant, ceux qui connaissent la région affirment que les lumières existaient bien avant l'arrivée des routes modernes. Ils insistent également sur le fait que les orbes se déplacent parfois dans des directions impossibles pour des véhicules. Au début du XXIe siècle, une plateforme d'observation est construite près de la route afin de permettre aux visiteurs de surveiller la plaine. De nombreux touristes y passent leur soirée et certains affirment voir les fameuses lumières. Elles restent imprévisibles. Elles peuvent apparaître plusieurs nuits de suite puis disparaître pendant des mois. Elles peuvent être brillantes ou presque fantomatiques. Elles semblent posséder un comportement propre. Sur la côte de l'État de Washington, Pinnacle Island est une petite étendue de roches battues par le vent et les vagues. C'est un endroit isolé où vivent surtout des pêcheurs, habitués à la rudesse de la mer. À première vue, rien ne distingue cette île des autres. Pourtant, certaines années, un phénomène étrange se produit sur ces plages. Le sable ordinaire disparaît par endroits et laisse place à un sable noir métallique, lourd et incroyablement magnétique. La première apparition documentée remonte aux années 1920. Après une tempête particulièrement violente, les habitants découvrent des langues de sable totalement noires qui serpentent le long de la plage. Les grains brillent légèrement au soleil et semblent former des lignes régulières comme si quelque chose les avait attirés vers une direction précise. Intrigués, les insulaires ramassent ce sable et constatent qu'il colle aux couteaux, aux clous et aux boîtes métalliques. Les années suivantes, le phénomène se répète par intermittence. Aucune régularité précise. Parfois le sable noir apparaît au printemps, parfois en plein été. Parfois en quantité infime, parfois en couches épaisses de plusieurs centimètres. Les anciens disent que le vent se met à changer lorsqu'il arrive, comme si l'air lui-même devenait plus lourd. Des pêcheurs racontent même avoir vu leur compas dévier légèrement lorsqu'ils approchaient de la plage où le sable noir s'était accumulé. Dans les années 1950, un géologue amateur analyse quelques échantillons et découvre que le sable est composé en grande partie de magnétite pure. Ce minéral existe naturellement dans certaines régions volcaniques mais Pinnacle Island n'a aucune formation volcanique connue. La magnétite semble surgir d'un endroit invisible pour repartir aussi mystérieusement qu'elle est venue. Les scientifiques supposent que des courants sous-marins transportent le minéral depuis une source lointaine mais aucune étude ne parvient à localiser l'origine. Le phénomène prend une tournure encore plus étrange dans les années 1970. Un groupe de chercheurs venus étudier les dépôts constate que certaines zones restent froides au toucher même en plein soleil. Le sable noir paraît absorber la chaleur plutôt que la diffuser. Les instruments détectent également des micro-fluctuations magnétiques autour des dépôts. Ce sont de petites variations, trop faibles pour perturber les appareils mais suffisamment inhabituelles pour intriguer les scientifiques. Les habitants racontent aussi que le sable disparaît toujours aussi vite qu'il arrive. Une nuit suffit parfois pour que les dépôts entiers s'effacent comme si la mer les avait repris. Pourtant aucune marée ou tempête ne justifie une disparition aussi soudaine. Certains pêcheurs affirment que le sable semble parfois se déplacer tout seul au gré de la plage, glissant lentement comme s'il était attiré vers un point invisible. Ces observations ne sont jamais prouvées mais reviennent souvent dans les récits locaux. Au début des années 2000, une équipe de l'université de Seattle tente de cartographier les dépôts mais aucune apparition majeure ne survient durant plusieurs années consécutives. Le phénomène semble suivre un cycle irrégulier qui échappe totalement à l'analyse humaine. Le sable noir de Pinnacle Island devient donc un sujet de fascination plutôt qu'un objet scientifique concret. Aujourd'hui, le mystère demeure entier. Il existe des photos et des témoignages mais aucune explication définitive. Certains parlent d'une veine de magnétite sous-marine encore inexplorée. D'autres évoquent un phénomène géomagnétique rare lié à des failles profondes. Quelques habitants murmurent que le sable noir est un présage annonçant un changement brusque de météo ou un événement important sur l'île. Chaque fois qu'il réapparaît, ceux qui le voient ont la même impression.
Celle d'un élément ancien et puissant qui remonte à la surface sans prévenir comme un message venu des profondeurs du Pacifique que personne n'a encore su déchiffrer. En 1881, près du village de Baghshali dans l'actuel Pakistan, un fermier labourant son champ remarque que sa charrue heurte un objet enterré. En creusant un peu plus, il découvre un paquet de feuilles sombres et friables protégées par une planche de bois. L'objet semble ancien et délicat. Le fermier le montre à un instituteur du village qui identifie immédiatement un texte rédigé en une écriture indienne antique. Le manuscrit est rapidement étudié par des spécialistes. Il se compose de dizaines de fragments de feuilles de bouleau couvertes de calculs mathématiques. Les chercheurs comprennent vite qu'il s'agit d'un document exceptionnel. Le texte décrit des méthodes algébriques et des problèmes arithmétiques avancés. Certains calculs rappellent des approches utilisées dans les mathématiques modernes. Cependant, la plus grande surprise se trouve dans un détail minuscule. Le manuscrit utilise un symbole représentant le zéro. Un simple point noir placé à des endroits précis du texte pour marquer une absence de valeur. À l'époque, on pense que le concept du zéro en tant que nombre n'a émergé que plusieurs siècles plus tard en Inde. Le manuscrit de Baghshali semble contredire cette idée. Pour mieux comprendre son origine, le document est envoyé en Grande-Bretagne où des experts tentent de le dater. Les premiers résultats indiquent qu'il pourrait remonter à l'Antiquité tardive, mais les fragments sont difficiles à analyser car ils ne proviennent pas tous du même moment. Il semble que le manuscrit ait été recopié ou complété à plusieurs époques différentes. Ce qui trouble encore davantage les chercheurs est la sophistication des calculs eux-mêmes. Certains problèmes ressemblent à des équations modernes avec des solutions écrites de manière étonnamment structurée. Le texte montre que ces auteurs avaient une compréhension avancée des fractions, des progressions arithmétiques et des méthodes de résolution d'équations. Un niveau de maîtrise que l'on n'attend pas d'une époque si ancienne. Au début du XXIe siècle, une nouvelle analyse au carbone 14 est réalisée. Les résultats étonnent la communauté scientifique. Certains fragments datent du IIIe ou du IVe siècle, tandis que d'autres semblent avoir été écrits près de 5 siècles plus tard. Cela signifie que plusieurs générations de scribes ont travaillé sur ce manuscrit en le complétant ou en le corrigeant. Pourtant, le symbole du zéro apparaît de manière cohérente sur toutes les sections. Cela pose une question majeure. D'où ce symbole venait-il vraiment et depuis combien de temps était-il connu avant d'entrer dans le manuscrit? Aucun autre document aussi ancien n'utilise le zéro sous cette forme. Ce symbole ne ressemble pas non plus à ceux trouvés dans les manuscrits ultérieurs. Il semble appartenir à une tradition mathématique parallèle que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Certains historiens pensent qu'il s'agit peut-être d'une école mathématique aujourd'hui disparue qui aurait développé ses propres notations et techniques. D'autres avancent que le manuscrit pourrait provenir d'une région où les influences culturelles venues d'Asie centrale ou du Moyen-Orient auraient circulé plus tôt qu'on ne le pensait. Un autre mystère concerne l'usage très structuré des démonstrations. Les auteurs du manuscrit ne se contentent pas de donner des résultats. Ils expliquent leur raisonnement avec une logique presque pédagogique. Cela suggère qu'ils s'adressaient à des étudiants ou à des apprentis mathématiciens. Pourtant, aucun document complémentaire n'a jamais été retrouvé dans la région, ce qui laisse penser que cette école ou cette tradition a disparu sans laisser d'autres traces. Aujourd'hui encore, le manuscrit de Baghshali reste difficile à classer. Il est conservé dans une bibliothèque britannique et étudié régulièrement par des historiens des mathématiques. Le symbole du zéro qu'il contient précède de plusieurs siècles la première apparition officiellement reconnue du zéro indien. L'origine de ce signe et la date exacte de son invention demeurent inconnues. Ce manuscrit semble être le témoignage d'un savoir venu de nulle part puis retourné au silence. Un fragment de pensée mathématique avancée qui surgit soudainement dans l'histoire avant de disparaître aussi mystérieusement, laissant derrière lui un simple point noir qui changea pourtant la manière dont l'humanité calcule le monde. Le lac Chelan, en plein cœur de l'État de Washington, est un lac d'une profondeur impressionnante. Ses eaux s'étendent sur plus de 80 km et plongent jusqu'à plus de 400 mètres, ce qui en fait l'un des lacs naturels les plus profonds d'Amérique du Nord. Autour, les montagnes forment une sorte d'amphithéâtre naturel où le vent peut se mettre à chanter.
Pourtant, les habitants de la région affirment depuis longtemps que certains sons entendus près du lac ne proviennent ni du vent ni des bateaux. Les premiers témoignages remontent aux années 1940. Des pêcheurs entendent des vibrations sourdes qui semblent sortir des eaux elles-mêmes. Le bruit se répète avec un rythme irrégulier, parfois semblable à un moteur très profond, parfois proche d'une sorte de pulsation métallique. À cette époque, la région est peu industrialisée et il n'existe aucune installation capable de produire de tels sons en continu. Les pêcheurs remarquent que le phénomène survient surtout tard le soir ou tôt le matin lorsque le lac est parfaitement calme. Dans les années 1960, les habitants commencent à parler de bruits qui ressemblent à des machines sous-marines. Certains décrivent un cliquetis lointain. D'autres entendent ce qui ressemble à une vibration longue et grave. Les fenêtres des cabanes proches du lac se mettent parfois à vibrer légèrement durant ces épisodes. Les animaux réagissent souvent avant les humains. Les chiens cessent d'aboyer et se tiennent immobiles. Les chevaux deviennent nerveux. Le silence tombe souvent juste après le passage du son comme si tout le paysage retenait son souffle. En 1980, des biologistes venus étudier les populations de poissons installent des hydrophones dans certaines zones du lac. À leur grande surprise, les appareils enregistrent des vibrations longues, puissantes et régulières. Les sons ressemblent vaguement à des transmissions mécaniques. Ils semblent provenir de zones très profondes où la lumière ne pénètre jamais. Les biologistes pensent d'abord à de grands poissons, mais la puissance du son est bien supérieure à celle qu'un animal de cette taille pourrait produire. L'équipe analyse également les conditions géologiques et découvre que le lac repose en partie sur d'anciennes failles tectoniques. Elles pourraient être à l'origine de mouvements internes produisant des sons. Mais les experts en sismologie ne trouvent aucune corrélation entre les bruits enregistrés et les activités tectoniques de la région. Les failles sont trop anciennes et trop stables pour générer ces phénomènes régulièrement. Les années passent et les témoignages continuent. Durant les années 1990, plusieurs plaisanciers assurent avoir entendu des bruits semblables à un moteur diesel en plein milieu du lac, pourtant aucun bateau ne se trouvait à proximité. Parfois, le son semble remonter des profondeurs comme si quelque chose se déplaçait très lentement sous la surface puis repartait en s'enfonçant dans l'eau. Les habitants locaux développent leurs propres théories. Certains parlent de cavernes remplies d'air où les pressions changeraient avec les saisons. D'autres évoquent des machines abandonnées datant des premières tentatives d'exploitation minière. D'autres encore pensent qu'un courant sous lacustre provoque des vibrations similaires au son d'un bateau. Mais aucune de ces théories ne correspond totalement aux enregistrements. Aujourd'hui, plusieurs stations d'écoute sous-marines existent encore autour du lac Chelan. Elles enregistrent parfois des sons inexplicables. Les scientifiques reconnaissent que les bruits sont réels, mais ils sont incapables d'en déterminer l'origine. Aucune source mécanique n'a jamais été trouvée et aucun phénomène naturel connu ne correspond au profil sonore observé. Ceux qui vivent près du lac disent que les sons reviennent surtout les nuits très calmes lorsque la lune éclaire la surface comme un miroir. Ils décrivent alors un grondement profond qui traverse l'eau et semble remuer les montagnes autour. Comme si le lac Chelan abritait sous sa surface une présence silencieuse qui ne se manifeste qu'à travers ses vibrations mystérieuses. Une présence que personne n'a encore réussi à percer. Depuis des siècles, les Japonais connaissent un phénomène étrange appelé kanashibari. Le mot évoque l'idée d'être enchaîné ou maintenu immobile par une force invisible. L'origine de cette croyance remonte à l'époque de Heian au Xe siècle. Dans les récits anciens, des moines racontent qu'une présence surnaturelle visitait certaines personnes la nuit pour les figer entièrement, incapables de bouger ou de crier. Ce phénomène continue pourtant d'être rapporté au Japon moderne malgré les explications scientifiques avancées. Le kanashibari se manifeste généralement au moment où une personne s'endort ou se réveille. Les témoins affirment soudainement se retrouver totalement immobiles. Ils entendent parfois des bruits faibles dans la pièce comme des pas ou des souffles légers. Certains disent sentir une présence peser sur leur poitrine. D'autres affirment que quelque chose les observe au bord de leur vision. Chaque témoin décrit la même sensation de terreur paralysante combinée à l'impossibilité de parler ou de respirer normalement. Au XVIIe siècle, plusieurs samouraïs consignent dans leurs journaux personnels des épisodes de kanashibari en affirmant qu'ils étaient causés par des esprits vindicatifs ou par des malédictions lancées par des ennemis.
Les moines bouddhistes expliquent quant à eux que le phénomène est lié à des esprits errants ou à des fantômes cherchant à entrer en contact avec les vivants. Ils recommandent alors des rituels de purification pour éloigner ces entités. Dans les villages reculés, le Kanashibari prend une dimension encore plus terrifiante. Certaines familles racontent que des membres vivent des épisodes répétés durant plusieurs nuits consécutives. Elles parlent d'une silhouette noire qui se tient au pied du lit, immobile, sans visage discernable. Dès que la personne paralysée tente de crier ou de bouger, la présence semble se rapprocher lentement. Au moment où la paralysie cesse, la silhouette disparaît brusquement. Les chercheurs modernes reconnaissent que le Kanashibari correspond à ce que nous appelons aujourd'hui la paralysie du sommeil. Cependant, ce phénomène n'explique pas toutes les particularités du Kanashibari japonais. De nombreux témoignages décrivent des sensations auditives et visuelles d'une précision troublante. Des personnes disent entendre des voix murmurantes, des pas approchant du lit, voire des objets se déplaçant dans la pièce sans qu'aucune preuve matérielle ne soit constatée au réveil. Dans les années 1980, des psychiatres japonais décident d'étudier le phénomène de près. Ils interrogent des centaines de personnes ayant vécu des épisodes intenses. Certains cas présentent des détails difficiles à relier uniquement à la paralysie du sommeil classique. Par exemple, plusieurs témoins affirment que des animaux domestiques réagissent au Kanashibari. Des chats se mettent à feuler. Des chiens refusent d'entrer dans la chambre durant les nuits où les épisodes surviennent. Ce genre de témoignage reste impossible à vérifier scientifiquement, mais il revient régulièrement dans les récits populaires. Un cas étudié dans les années 1990 concerne une jeune femme qui vivait des épisodes presque toutes les semaines. Elle disait sentir une main froide poser ses doigts sur son front avant d'être complètement paralysée. L'équipe médicale a tenté plusieurs méthodes de relaxation et des traitements du sommeil, mais aucune amélioration n'a été observée. Les épisodes ont cessé soudainement au bout de quelques mois sans raison apparente. La jeune femme n'a plus jamais vécu de Kanashibari. Dans la culture japonaise contemporaine, le phénomène reste profondément ancré. Les séries télévisées, les mangas et les films d'horreur y font régulièrement référence. Beaucoup d'adolescents affirment en avoir déjà été victimes au moins une fois. Le Kanashibari est toujours décrit comme une expérience si réaliste qu'elle semble dépasser les explications rationnelles. En 1958, près de la petite localité de Chua sur les rives du lac Titicaca en Bolivie, un fermier découvre accidentellement un grand vase enfoui dans le sol alors qu'il creuse un enclos pour son bétail. Le récipient est lourd, couvert de motifs et décoré de symboles inhabituels. Il est tellement différent des objets typiques de la région que le fermier suppose qu'il s'agit d'une poterie rituelle ancienne. Il le nettoie sommairement puis le garde chez lui sans accorder plus d'importance à sa découverte. Quelques années plus tard, un archéologue bolivien entend parler du vase et décide de l'examiner. En observant attentivement les inscriptions, il remarque quelque chose de totalement inattendu. La partie principale du vase est gravée de symboles qui ne ressemblent à aucune écriture connue de l'altiplano sud-américain. Il y voit des signes géométriques, des formes angulaires et des traits horizontaux qui ne correspondent pas aux traditions iconographiques des civilisations locales. L'objet est finalement transporté à La Paz où plusieurs chercheurs tentent de comparer ces motifs à ceux de cultures andines. Aucun ne trouve de correspondance. L'affaire prend un tournant encore plus étrange lorsque deux spécialistes internationaux sont invités à examiner les inscriptions. L'un d'eux, expert en langues antiques du Moyen-Orient, affirme que certains symboles ressemblent fortement à une forme archaïque de cunéiforme sumérien. Une écriture qui aurait dû rester limitée au Moyen-Orient et qui n'a aucune raison d'apparaître sur un vase découvert à plus de 4000 km de là et appartenant à une civilisation totalement différente. Cette déclaration provoque une réaction immédiate. Les archéologues traditionnels rejettent l'idée en disant qu'elle est impossible. Les Sumériens n'ont jamais quitté la région de la Mésopotamie. Aucune preuve ne montre qu'ils aient traversé des océans. Pourtant le vase est bien réel et les inscriptions ne ressemblent à aucune autre écriture sud-américaine connue. Les analyses indiquent que la poterie semble authentique et vieille de plusieurs siècles, même si la datation reste difficile à établir précisément. Dans les années 1980, de nouvelles études photographiques tentent de comparer les inscriptions du vase à des textes cunéiformes.
Certaines formes semblent correspondre à des signes réels, d'autres paraissent être des variations inconnues. Rien ne permet de conclure à une écriture authentiquement sumérienne, mais rien ne permet non plus de l'exclure totalement. L'hypothèse d'une falsification moderne est envisagée, mais aucun élément ne confirme cette piste. Le vase présente un niveau d'érosion et de patine correspondant à un objet ancien. Les partisans d'une théorie plus audacieuse avancent que le vase pourrait être la preuve d'un contact transocéanique très ancien entre civilisations éloignées. Les opposants affirment que cette conclusion est trop extrême. D'autres chercheurs proposent que les symboles aient été créés par une culture locale aujourd'hui disparue, dont l'écriture n'a jamais été documentée. Cette hypothèse reste plausible, mais aucune autre poterie ou artefact similaire n'a jamais été trouvé dans la région. Le vase de Fuente Mania demeure aujourd'hui dans un musée bolivien, mais il suscite encore des débats passionnés. Les visiteurs remarquent immédiatement que ces inscriptions ne ressemblent à rien de ce que l'on trouve ailleurs dans les Andes. Certains guides expliquent que l'objet a peut-être été transporté jusqu'ici par des échanges lointains et inexplorés. D'autres préfèrent rester silencieux face à un mystère que même les experts ne parviennent pas à comprendre. À ce jour, personne ne peut dire avec certitude qui a fabriqué ce vase. L'écriture qu'il porte semble étrangère aux cultures andines et pourtant il a été trouvé au cœur même de leur territoire. Le vase de Fuente Mania reste ainsi une énigme suspendue entre deux mondes. Une trace silencieuse d'un contact oublié ou d'une culture perdue qui défie encore les connaissances établies. Depuis le XVIe siècle, certaines cartes espagnoles représentent une petite île au large de la péninsule du Yucatan. Elle apparaît sous le nom de Bermeja, une tache ovale entourée d'un trait noir qui indique une terre émergée. À l'époque, les cartographes compilent des informations provenant de navigateurs, d'explorateurs et de missionnaires. Beaucoup d'îles du golfe du Mexique ne sont pas encore bien connues et les erreurs sont fréquentes. Pourtant Bermeja revient régulièrement, décennie après décennie, sur des cartes espagnoles, anglaises et même françaises. L'île existe donc officiellement pour les États européens. Au fil des siècles, Bermeja conserve sa place sur les cartes. Sa position varie légèrement selon les explorateurs, mais elle reste toujours indiquée au nord ou au nord-ouest de la péninsule du Yucatan. Aucun récit ne mentionne d'habitants ni d'animaux particuliers. Les navigateurs la décrivent comme une bande de terre rougeâtre émergeant à peine au-dessus des flots. Mais à mesure que les siècles passent, les descriptions deviennent de plus en plus vagues. Certains cartographes se contentent de recopier les cartes précédentes sans vérifier la réalité sur le terrain. Lorsque les premières expéditions scientifiques modernes arrivent dans la région au XIXe siècle, elles cherchent à confirmer la position des îles enregistrées. Bermeja ne figure pas parmi leurs priorités car elle ne possède aucune valeur stratégique ou économique apparente. Ce n'est que bien plus tard que sa disparition va attirer l'attention. Au XXe siècle, avec la découverte d'importants gisements pétroliers dans le golfe du Mexique, la position exacte des frontières maritimes devient cruciale pour les États-Unis et le Mexique. Or Bermeja est censé faire partie de ces frontières. En 1997, une recherche approfondie est lancée. Un navire mexicain équipé de sonars et de matériel moderne est envoyé pour localiser l'île. Les marins parcourent la zone en suivant fidèlement les coordonnées historiques. Ils ne trouvent rien. La mer est profonde, uniforme et calme. Pas la moindre trace d'un plateau continental pouvant indiquer une ancienne île submergée. Les sondages ne montrent aucune anomalie. Sur cette portion de l'océan, il n'y a tout simplement pas d'île. Ce résultat surprend les autorités mexicaines qui décident de tenter une seconde expédition quelques années plus tard. Les explorations plus poussées incluent des relevés topographiques sous-marins, mais là encore le résultat est identique. Aucune formation géologique ne suggère qu'une île ait pu exister à cet endroit. La question devient alors plus troublante. Comment Bermeja a-t-elle pu exister sur les cartes durant près de 400 ans sans jamais avoir été réelle ? Certains spécialistes avancent que les cartographes auraient pu confondre Bermeja avec un banc de sable temporaire qui aurait disparu sous les vagues. Mais les bancs de sable ne restent pas visibles 4 siècles durant. D'autres affirment qu'il pourrait s'agir d'une erreur répétée de carte en carte, recopiée sans vérification jusqu'à se figer dans la tradition cartographique.
Cette explication pourrait être plausible, mais elle n'explique pas les récits de navigateurs qui décrivent réellement avoir vu une terre. Une autre théorie plus sombre émerge discrètement. Certains suggèrent que l'île a pu s'effondrer dans la mer en raison d'un phénomène géologique rare, bien que cette région ne soit pas connue pour de tels événements. D'autres murmurent qu'elle aurait pu être volontairement effacée dans les décennies récentes afin de modifier les frontières maritimes et les droits d'exploitation pétrolière. Cette hypothèse n'est étayée par aucune preuve sérieuse, mais elle alimente la curiosité du public. Bermeja reste aujourd'hui une véritable île fantôme. Elle apparaît sur des cartes anciennes, parfois avec des détails topographiques. Elle disparaît totalement au moment où la technologie moderne permet enfin de vérifier son existence. Aucun relief sous-marin ne correspond à son emplacement supposé. Aucune preuve géologique ne laisse penser qu'elle ait un jour émergé. Pour les cartographes, le mystère de Bermeja illustre l'un des cas les plus frappants d'une île dessinée, transmise et admise par tradition sans qu'on puisse en trouver la moindre trace. Les habitants du Yucatan racontent encore que certains vieux marins avaient juré l'avoir vue, une terre rouge au milieu du bleu profond. Peut-être n'était-ce qu'une illusion, une île rêvée ou mal identifiée. Peut-être était-ce une simple erreur qui s'est transformée en certitude pendant des siècles. Ou peut-être que Bermeja a bel et bien existé avant de disparaître sans laisser le moindre vestige. Un morceau de terre avalé par la mer sans que personne ne sache comment ni pourquoi. L'hôpital psychiatrique de Hellingly, situé dans le Sussex en Angleterre, a longtemps été considéré comme l'un des établissements les plus isolés et les plus inquiétants du pays. Construit au début du XXe siècle, il est entouré de vastes terrains boisés où la brume semble s'installer plus souvent qu'ailleurs. Ces bâtiments massifs et ces couloirs interminables ont vu passer des milliers de patients et de soignants. Pourtant, parmi les nombreuses histoires qui circulent sur Hellingly, l'une des plus étranges concerne des apparitions d'enfants dans une aile où aucun enfant n'a jamais été admis. Les premiers rapports datent des années 1920. Plusieurs infirmiers affirment avoir vu de petites silhouettes courir au bout d'un couloir puis disparaître en tournant brusquement dans une pièce vide. Certains parlent d'enfants vêtus de vêtements anciens. D'autres évoquent seulement des ombres agiles qui se déplacent trop rapidement pour être clairement identifiées. Au début, les responsables pensent à une forme d'hallucination provoquée par la fatigue et le travail difficile dans un environnement stressant. Dans les années 1930, des médecins reçoivent des témoignages similaires de la part des patients. Des malades internés dans l'aile ouest disent entendre des rires étouffés la nuit. Quelques-uns affirment qu'un enfant vient s'asseoir sur leur lit sans dire un mot avant de disparaître. La direction considère ces récits comme le produit de troubles psychologiques, mais certains soignants sont troublés par la similarité des descriptions provenant de personnes qui ne se connaissent pas et ne peuvent se consulter. En 1937, un incident attire l'attention de la direction. Une infirmière expérimentée, réputée pour son sérieux, quitte soudainement son poste après avoir entendu des pas rapides derrière elle alors qu'elle rangeait des médicaments dans un couloir vide. Lorsqu'elle se retourne, elle voit un enfant d'environ 6 ans, immobile, regardant droit vers elle. L'enfant ne porte ni chaussures ni vêtements modernes. Il reste silencieux puis disparaît comme s'il s'était effacé dans l'air. L'infirmière, bouleversée, refuse de retourner dans cette aile et demande immédiatement sa mutation. La direction décide alors de mener une enquête interne. Des équipes de surveillance sont organisées et des médecins examinent les zones où les apparitions sont signalées. Ils ne trouvent rien d'anormal. L'aile n'a jamais accueilli d'enfants. Les archives confirment qu'aucune unité pédiatrique n'a été installée à Hellingly et qu'aucun dossier ne mentionne la présence d'enfants hospitalisés clandestinement. Durant les années 1940, le phénomène semble redoubler d'intensité. Plusieurs employés déclarent voir des silhouettes d'enfants réunis dans les escaliers à la tombée de la nuit. Les enfants apparaissent immobiles, tournés vers un mur ou vers une fenêtre. Les témoins disent qu'ils semblent attendre quelque chose. Lorsque l'on s'approche, ils disparaissent. Aucun bruit de pas. Aucun souffle. Comme s'ils n'avaient jamais été là. Malgré ces témoignages persistants, les responsables refusent de fermer l'aile et les apparitions deviennent une légende sombre que l'on raconte aux nouveaux employés pour les avertir de l'atmosphère étrange du bâtiment. Après les années 1950,
les récits diminuent peu à peu alors que l'hôpital commence à décliner. Il finit par fermer ses portes dans les années 1990, laissant derrière lui des couloirs abandonnés et des salles vides envahies par le silence. Aujourd'hui, Elingli est en grande partie démoli ou reconverti. Les explorateurs urbains racontent cependant que certains bâtiments subsistants conservent une atmosphère lourde. Quelques-uns prétendent avoir capté des voix d'enfants au travers de leurs enregistreurs audio. D'autres affirment avoir entendu des pas légers courir dans des couloirs où la poussière reste intacte, sans trace. Personne n'a jamais pu expliquer pourquoi des enfants semblaient hanter une aile qui ne leur avait jamais été destinée. Les archives ne révèlent rien. Aucun accident impliquant des enfants n'est répertorié. Aucun fait historique ne justifie de telles visions. Le mystère demeure suspendu dans l'histoire de Elingli comme un écho lointain d'âmes perdues ou d'illusions partagées. Quelles que soient les explications, les témoins disent tous la même chose. Ils n'ont jamais oublié le regard silencieux de ces enfants qui ne devaient pas être là. En 1969, près du village de Honcharivka au nord de l'Ukraine, une équipe d'archéologues entreprend des fouilles destinées à mieux comprendre les anciennes populations ayant vécu dans la région. Ils s'attendent à trouver des poteries, des outils ou peut-être quelques tombes simples. Mais ce qu'ils découvrent dépasse toutes leurs attentes et plonge la communauté scientifique dans une perplexité durable. En creusant près d'une ancienne rive asséchée, l'équipe met au jour plusieurs crânes humains soigneusement enterrés dans une couche de sédiments anciens. Ils ne portent aucune marque de parure ou d'ornement mais présentent une particularité troublante. Chacun de ces crânes montre des traces nettes de trépanation, une opération chirurgicale consistant à percer ou découper une partie du crâne. Les traces sont propres, circulaires ou ovales, réalisées avec une précision qui surprend les archéologues. La trépanation est une pratique très ancienne et connue dans différentes régions du monde mais dans ce cas précis un détail étonne les chercheurs. Les outils utilisés semblent avoir été extrêmement fins. Les bords des ouvertures montrent des incisions régulières comme si l'opération avait été faite à l'aide d'un instrument particulièrement affûté. Aucun outil de ce type n'a jamais été associé aux cultures locales de cette période. Lorsque les crânes sont envoyés pour analyse, un autre détail intrigue les experts. Certains des individus semblent avoir survécu longtemps après l'opération. Les os montrent des signes de cicatrisation avancée. Cela signifie que non seulement ces personnes ont subi une intervention crânienne, mais qu'elle a été réalisée avec suffisamment de compétences pour qu'elles vivent plusieurs années ensuite. Aucune trace de guérisseur spécialisé ou de pratique médicale sophistiquée n'est pourtant connue dans la région à cette époque. Les archéologues tentent de situer les crânes dans un contexte culturel mais aucun artefact trouvé à proximité ne correspond à une civilisation connue. Les tombes sont rudimentaires. Il n'y a ni outils, ni poterie, ni objet rituel permettant de relier ces individus à un peuple particulier. Les sédiments indiquent qu'ils datent d'une période précoce mal documentée, avant les tribus slaves et avant les cultures établies de la région. Dans les années 1970, certains chercheurs avancent l'idée qu'il pourrait s'agir d'un groupe itinérant doté de connaissances médicales avancées. Peut-être une branche inconnue d'une culture eurasienne ancienne. Cette hypothèse reste fragile car aucune trace de leur existence n'apparaît ailleurs. D'autres spécialistes proposent que la région ait abrité une tradition médicale locale dont toutes les autres preuves ont disparu. Cela semble improbable car même les cultures les plus simples laissent des traces archéologiques de leurs techniques ou de leurs outils. Plus troublant encore, un crâne en particulier présente une découpe si nette qu'elle semble presque moderne. Les bords sont réguliers comme si un outil métallique précis avait été utilisé. Les experts rappellent qu'à cette époque les habitants de la région ne fabriquaient que des outils en pierre ou en os. Comment auraient-ils pu réaliser une intervention aussi propre sans instrument adéquat ? Dans les années suivantes, d'autres fouilles sont menées mais aucune découverte similaire n'est faite. Les crânes de Honcharivka restent uniques. Ils ne s'intègrent dans aucun schéma connu de développement humain local. Ils ne semblent appartenir à aucune culture identifiée. Ils témoignent pourtant d'une pratique médicale avancée nécessitant des connaissances que l'on ne croyait pas possibles dans cette région et à cette époque. En 2008, une petite équipe de chercheurs travaillant dans les montagnes de l'Altaï en Sibérie fouille la grotte de Denisova,
un site archéologique déjà connu pour renfermer des traces de présence humaine datant de dizaines de milliers d'années. Le lieu est froid, silencieux et à peine éclairé par la lumière du jour qui passe difficilement à travers l'entrée étroite. Les fouilles avancent lentement, la terre étant gelée presque toute l'année. Pourtant ce site va révéler l'une des découvertes les plus mystérieuses de la paléogénétique moderne. Un jour, dans une couche très profonde correspondant à une époque lointaine, les chercheurs mettent au jour un fragment d'os minuscule. Il s'agit d'une phalange appartenant à un individu jeune. À première vue, ce vestige ne semble pas plus remarquable que les centaines d'autres fragments trouvés dans la grotte. Mais il sera bientôt envoyé en Allemagne au laboratoire spécialisé dans l'ADN ancien dirigé par Svante Pääbo, pionnier dans ce domaine. Lorsque les premières analyses génétiques sont effectuées, les résultats surprennent immédiatement les scientifiques. L'ADN ne correspond pas aux humains modernes ni aux néandertaliens pourtant bien connus dans la région. Il s'agit d'une lignée entièrement différente inconnue jusqu'alors. Les chercheurs sont stupéfaits. Cela signifie qu'un autre type d'être humain a vécu dans la grotte il y a environ 50 000 ans. Une population humaine invisible dans les archives archéologiques jusqu'à cette découverte. Mais le vrai mystère ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, d'autres fragments sont découverts dans la grotte, notamment une dent énorme aux caractéristiques hors normes. L'ADN confirme qu'elle appartient à ce même groupe inconnu baptisé plus tard les Denisoviens. Leur patrimoine génétique montre qu'ils étaient proches des Néandertaliens tout en étant profondément différents. Aucun os complet n'a jamais été retrouvé et personne ne sait à quoi ils ressemblaient exactement. En 2018, une autre découverte déroute encore davantage les scientifiques. Un fragment d'os provenant d'un individu féminin est trouvé dans la même grotte. Les analyses révèlent que cette femme était une hybride directe, fille d'une mère néandertalienne et d'un père denisovien. Ceci prouve que les deux groupes se sont rencontrés. Pourtant on ne sait toujours pas où vivaient réellement les Denisoviens car la grotte ne contient que quelques traces sporadiques de leur passage. Mais le mystère le plus fascinant provient d'une séquence génétique qui ne correspond même pas aux Denisoviens. Lorsqu'un échantillon de sol très ancien est analysé dans les années 2020, des traces d'ADN non humain apparaissent. Cet ADN n'appartient ni aux humains modernes, ni aux néandertaliens ni aux Denisoviens. Il s'agit d'une lignée encore plus ancienne probablement très différente de tout ce que l'on connaît. Les données sont trop partielles pour reconstituer l'individu mais assez distinctes pour garantir qu'elles ne proviennent d'aucune espèce identifiée. Les chercheurs parlent alors d'une population fantôme. Aucune trace osseuse ne permet pour l'instant de relier cette lignée à un fossile physique. Les scientifiques ne savent pas si cet ADN appartient à un homininé isolé ou à un groupe entier ayant vécu dans la région puis disparu sans laisser de squelette identifiable. Certains pensent que cette lignée pourrait être le descendant direct d'un branchement très ancien dans l'histoire humaine. D'autres supposent qu'elle pourrait être liée à des migrations très anciennes dont il ne reste aucune trace matérielle. La grotte de Denisova est ainsi devenue un laboratoire naturel de l'évolution humaine. Ces sols renferment des fragments minuscules qui bouleversent les connaissances établies. Il est rare qu'un site archéologique révèle non pas une nouvelle espèce mais plusieurs lignées différentes sans fournir une seule silhouette complète. Les scientifiques continuent d'y creuser chaque été en espérant trouver un crâne ou un squelette qui leur permettrait de comprendre ces êtres disparus. Le 31 mai 1995, une femme élégante arrive à l'hôtel Plaza d'Oslo, l'un des établissements les plus luxueux de Norvège. Elle réserve une chambre sous le nom de Jennifer Fergat mais ce nom n'apparaît dans aucune base de données connue. Elle voyage seule, ne donne aucune carte bancaire et paie tout en liquide. Malgré ces détails inhabituels, rien ne semble étrange dans son attitude. Elle marche avec assurance, parle peu et garde toujours un sourire poli mais distant. Durant les jours suivants, le personnel remarque certains comportements singuliers. La femme ne laisse jamais entrer les femmes de chambre. Les serviettes ne sont pas remplacées et les draps ne sont jamais défaits. Elle commande parfois de la nourriture mais ouvre la porte seulement à moitié, comme si elle voulait éviter que quelqu'un regarde à l'intérieur de la chambre. Elle ne reçoit aucune visite apparente mais plusieurs témoins affirment avoir entendu des voix étouffées derrière la porte. Le 3 juin, l'hôtel tente de contacter la femme car la chambre n'a toujours pas été réglée.
On lui téléphone à plusieurs reprises sans réponse. Le personnel décide alors de se rendre à la porte. À ce moment précis, un coup de feu retentit. Les employés appellent la police qui arrive sur place rapidement. Lorsque les agents entrent dans la chambre, ils découvrent la femme étendue sur le lit, une balle dans la tête. Un pistolet se trouve encore dans sa main. Tout porte à croire à un suicide, mais l'enquête commence immédiatement à soulever des contradictions. Aucun document ne permet d'identifier la femme. Pas de passeport. Pas de carte bancaire. Pas le moindre papier officiel. Les étiquettes de ses vêtements et de ses chaussures ont été découpées avec soin. Les vêtements semblent luxueux mais ne portent aucune marque reconnaissable. Les empreintes digitales n'apparaissent dans aucun fichier international. La police ne peut associer son visage à aucun avis de disparition. Le pistolet retrouvé à ses côtés n'est enregistré dans aucun registre norvégien. Les inspecteurs remarquent également que la position du corps ne correspond pas véritablement à un suicide typique. L'arme est trop propre. Il n'y a pas de traces de poudre sur les mains de la victime. Certains éléments suggèrent qu'elle a pu être tuée puis positionnée pour simuler un suicide. Plus troublant encore, le verrou intérieur de la porte était activé lorsque la police est arrivée, ce qui rend théoriquement impossible l'entrée ou la sortie d'une autre personne. Cependant, les agents notent que le verrou peut être manipulé avec un simple outil depuis l'extérieur si l'on connaît bien le mécanisme. La chambre ne contient aucune affaire personnelle hormis quelques vêtements soigneusement rangés. Il n'y a pas de portefeuille, pas de sac à main et aucun objet permettant d'en savoir plus sur elle. Certains agents pensent qu'elle participait à une opération clandestine. D'autres évoquent la possibilité d'une fuite ou d'une identité falsifiée dans le cadre d'une affaire criminelle plus vaste. Malgré une enquête internationale, aucune correspondance n'a jamais été trouvée. Les analyses faciales ont été comparées à des centaines de femmes disparues en Europe sans succès. La police norvégienne finit par classer l'affaire faute d'indices. Aujourd'hui, la femme de l'hôtel Plaza reste sans nom. Elle repose dans une tombe anonyme en Norvège. Le mystère qui entoure sa présence, sa mort et la disparition complète de son identité demeurent l'un des cas les plus déroutants des archives criminelles du pays. Beaucoup pensent qu'elle avait une raison précise d'effacer chaque trace d'elle. D'autres supposent que quelqu'un l'a fait à sa place. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé derrière la porte de la chambre 2805. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.